Je vais commencer par me présenter. Donc, Julien Vercueil, j'enseigne à l'INALCO. L'INALCO, c'est les deux pieds dans la mondialisation culturelle en particulier, puisque c'est 102 langues qui sont enseignées à l'INALCO, et il n'existe aucun institut au monde qui enseigne autant de langues différentes. Mais ce n'est pas de mondialisation culturelle que je vais vous parler. Habituellement, enfin l'année dernière en tout cas, j'étais venu ici pour parler d'intégration économique régionale, du rôle de la Russie, de la relation entre la Russie et l'Europe. Je dirais que c'est ça ma zone de confort. Là, Xavier m'a demandé de sortir un peu de ma zone de confort. Il m'a dit: tu vas travailler sur scénarios et tendances de la mondialisation. Donc, ça veut dire que mon intervention pourrait durer une dizaine d'heures. Fort heureusement pour vous, je vais essayer de la cantonner sous le contrôle de Xavier. Tu me dis, parce que je pense que ça risque d'être un peu long. Donc d'une vingtaine de minutes. Et en fait, l'idée, pour essayer d'être à la fois synthétique, pas trop universitaire, et quand même répondre à la commande, c'est de réfléchir à des scénarios. Il se trouve qu'il y a maintenant 8 ans, j'avais écrit un livre sur les BRICS, et dans la première édition de ce livre, j'évoquais 4 scénarios de la mondialisation. Et donc, en deuxième partie de mon intervention, je reviendrai sur ces 4 scénarios et sur ce qu'on peut dire 8 ans après de ces 4 scénarios. Voilà. Mais la première partie sera consacrée à discuter ce qu'on peut appeler des prophéties maladroites, c'est-à-dire d'abord ce que Menck a appelé en 1997 la mondialisation heureuse, et puis ensuite ce qui a été appelé à partir de 2002 puis 2010 la démondialisation. Deux prophéties maladroites. Je vais essayer d'expliquer en quoi. La première consiste à dire que parce qu'il y a une augmentation des échanges économiques dans le monde, il y a forcément corrélé et induit par cette augmentation des échanges économiques une amélioration de la situation et du bonheur sur la Terre. C'est grosso modo, sans trop caricaturer, ce qui est derrière cette thèse-là. Pourquoi? D'abord parce que on crée de la richesse pour échanger, on échange pour créer de la richesse, il se crée un cercle vertueux entre les échanges économiques et la production. Et donc, on augmente la quantité de richesse distribuée sur l'ensemble du globe. Et puis, deuxièmement, parce que cette mondialisation, c'est une mondialisation qui diffuse des bonnes pratiques. Je reprends des termes souvent utilisés par les thuriféraires de la mondialisation. Et du coup, il faut favoriser cette idée que le benchmarking des bonnes pratiques doit être diffusé sur le plus grand nombre de pays possible pour qu'ils puissent s'inspirer de ces bons exemples. Et ça permet de faire en particulier que des États arriérés soient de moins en moins arriérés. Alors, cette première vision à la fois irénique et un peu simplifiée de la mondialisation a tout de suite eu ses contradictions. En particulier, vous avez un économiste qui s'appelle Ah Joon-chang, qui est un économiste coréen qui enseigne aujourd'hui à Cambridge, qui a, dans un livre qui, en traduction française, veut dire se débarrasser de l'échelle après être monté sur la marche du dessus, accuser les pays les plus développés d'empêcher par des pratiques conscientes d'organisation de la mondialisation d'accéder au même type de développement qu'eux, ce qui est une sorte de mise à jour de vieilles conceptions marxistes qui existaient déjà, qui ont donné lieu à toute une littérature autour de la notion de dépendance, de capitalisme dépendant, etc., mais qui est actualisé par des contre-exemples. Par exemple, le contre-exemple de la Corée du Sud, qui, justement, en s'écartant de pratiques jugées bonnes par les pays du Nord, a réussi à favoriser le déploiement d'un certain nombre d'activités qui n'auraient sans doute pas pu être développées sans cela. Ce sont des notions qui remontent même au début du XIXe siècle, avec un économiste allemand qui s'appelait Friedrich List, et qui essayait de réfléchir aux conditions dans lesquelles les États-Unis d'un côté, l'Allemagne de l'autre, pouvaient contester la suprématie de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne à son époque. Ça, c'était le premier contre-exemple à cette thèse. Le deuxième contre-exemple qui nous est plus proche, c'est la crise des subprimes, c'est-à-dire que
cette crise financière mondiale, elle n'est pas partie des pays du Sud, elle est partie des pays du Nord. Et donc elle est partie de pratiques qui ont été pensées, organisées et développées dans les pays du Nord, et en particulier dans les pays anglo-saxons. Du coup, s'il y a eu contagion, c'est bien lié à, cette fois-ci en inversant la proposition, à des formes de mauvaises pratiques de pays leaders, qui se sont avérées négatives pour l'ensemble des pays qui étaient plus ou moins en relation avec ces pays du cœur financier de la mondialisation. Et donc, on a une deuxième, sans parler de questions environnementales sur lesquelles Jean-Paul va revenir après, on a une deuxième contradiction immédiate qui peut être apportée à cette thèse de la mondialisation heureuse et du trickle-down, du fait qu'on a forcément une percolation du haut vers le bas de l'enrichissement des plus riches vers les moins riches. Je vais nuancer un certain nombre de ces thèses qui elles-mêmes contredisent la thèse de la mondialisation heureuse, mais je voulais les présenter d'abord. La deuxième prophétie à la droite, c'est la prophétie de la démondialisation. C'est-à-dire, elle intervient d'ailleurs juste un peu après celle de la mondialisation heureuse. Elle intervient dès 2002 avec un économiste indonésien qui s'appelle Waldan Bello et qui parle de deglobalisation. Cette deglobalisation serait liée à la réaction spontanée des peuples, des pays touchés de plein fouet par certains effets secondaires négatifs de la mondialisation, qui cherchent des protections et qui obtiennent de leurs États des protections face à ces dégâts potentiels que la mondialisation peut exercer sur eux. En France, c'est un peu plus tard que ce thème-là a été popularisé, en particulier par un livre de Jacques Sapir, et derrière lui, toute une série de thèses souverainistes, on appellerait souverainistes aujourd'hui, avec Emmanuel Todd ou avec d'autres économistes, qui, cette fois-ci, prennent le contre-pied et indiquent que, selon eux, il devrait y avoir une progression justement provoquée par les forces populaires, des thèses qui feraient refluer la financiarisation, refluer l'augmentation des échanges commerciaux et qui préconiserait un développement plus auto-centré, centré sur un pays ou sur un petit groupe de pays, lequel serait nécessairement préférable à un développement fortement extraverti. Alors, on verra pourquoi ces deux visions sont largement tronquées. Ce que je pourrais dire juste sur ces deux visions, c'est qu'à bien avant eux, il y a une étude absolument remarquable de la mondialisation qui avait été faite par un économiste américain qui était secrétaire d'État au travail de Bill Clinton, et qui s'appelle Robert Reich, et qui, dès 1990-91, avait parlé, dans un livre qui s'appelle L'économie mondialisée, à la fois de l'approfondissement de ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes globales de valeur, c'est-à-dire le fait que la production se répartit de manière de plus en plus fine entre divers sites productifs partout dans le monde, ce qui est une des formes de la mondialisation, à la fois de ce que cela peut induire comme effet sur les populations des pays du Nord, qui auparavant étaient les populations dans lesquelles se trouvait l'industrie et qui se trouvent mises en concurrence avec un certain nombre de travailleurs des pays du Sud, et puis à la fois aux politiques qui peuvent être menées pour essayer de tempérer les effets de ces deux phénomènes-là. Et ce n'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu passer, justement pour préparer un peu cette intervention, j'ai vu passer un livre que je n'avais pas lu, il faudra que je lise, d'un politologue de Sciences Po qui s'appelle Thomas Guénolé et qui parle de mondialisation malheureuse. Bon, ben, en fait, il s'est beaucoup inspiré de Robert Reich, c'est-à-dire d'il y a 30 ans. Et donc, ben, pourquoi ne pas aller à la source et lire ce que écrit Robert Reich sur ces questions-là? C'est extrêmement intéressant et c'est encore, bien sûr, à actualiser, mais encore extrêmement pertinent sur un certain nombre de points. Donc ces deux visions, mondialisation heureuse et démondialisation, sont également tronquées. D'abord parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait démondialisation.
y compris après la crise des subprimes. On n'a pas ce phénomène-là en route. Bien sûr, il y a des rhétoriques protectionnistes qui se sont répandues dans beaucoup de points du territoire du monde, mais ça n'a pour l'instant pas eu d'effet significatif sur la progression des échanges. Donc si je prends la dernière décennie, 2006-2016, qui englobe la crise des subprimes, on voit par exemple qu'il y a un seul commerce qui est moins intense aujourd'hui, une seule catégorie de commerce mondial qui est moins intense aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2006, c'est le commerce des hydrocarbures et des matières premières. Pourquoi? Parce que les prix sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2006. Donc c'est un effet prix et ce n'est pas un effet quantité. Donc, et c'est moindre de 10% seulement par rapport à ce que c'était en 2010. Donc on échange moins de pétrole, mais ce n'est pas parce qu'on en produit ou qu'on en consomme moins, c'est parce qu'il coûte moins cher, en termes de valeur. Par contre, si je regarde les flux de marchandises, eh bien, il y a 25% de plus d'échanges de marchandises aujourd'hui qu'en 2006. Et si je regarde les produits agricoles, il y en a 70% en plus. Donc, on a une progression des échanges sur une décennie qui se poursuit en dépit des effets d'annonce ça ou là. Je ne parle pas de circulation d'informations, je pense que si on... Je n'ai pas cherché des chiffres sur ce domaine-là, mais ce serait intéressant de voir combien cette circulation d'informations a explosé dans les 10 dernières années à l'échelle mondiale, en regardant par exemple le nombre de téraoctets échangés par jour, on verrait des chiffres absolument éblouissants d'augmentation de la circulation d'informations. Si je regarde le commerce des services, les services commerciaux, vous avez certains services qui peuvent être exportés, qui peuvent être importés, pas tous, mais certains. Eh bien, le commerce des services a lui aussi progressé très fortement. En 10 ans, il a gagné 2 tiers, plus 66% entre 2006 et 2016. Et enfin, non pas enfin, les flux financiers internationaux. Bon, j'avais été frappé des interviews que j'avais vues d'un économiste spécialisé dans le suivi des flux financiers internationaux, qui expliquait en 2014 qu'on était revenu au flux d'échanges d'avant 2008, d'avant la crise des subprimes, qui évidemment ont été impactés par la baisse des cours des actions et l'effondrement des crédits subprimes. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple le rapport de la Banque des règlements internationaux, on voit qu'avec ce qu'on appelle les fintechs, c'est-à-dire les technologies financières nouvelles qui se développent en particulier dans les pays émergents et en particulier en Chine, on a une augmentation des flux financiers internationaux, de l'endettement online qui surpasse largement la contraction de certains crédits plus classiques qui étaient autrefois les seuls crédits qui existaient, mais aujourd'hui, on a une innovation telle dans les vecteurs de financiarisation que les flux, globalement, bon, suivant les indicateurs, sont aujourd'hui 2 à 3 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient avant la crise des subprimes. Donc la financiarisation ne s'est pas arrêtée, elle a continué à se développer au contraire, même si on peut constater que globalement, donc, le ratio d'ouverture, si je compare la manière dont les pays s'ouvrent au commerce et la manière dont ils s'ouvrent aux flux financiers, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils s'ouvrent davantage encore aux flux financiers qu'aux flux commerciaux. Ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a une intensification des flux financiers qui est plus rapide que celle des flux commerciaux, et d'autre part, on voit que depuis 2015, malgré tout, il y a un certain tassement de la croissance. Là, je vous ai donné les chiffres sur une décennie, mais 2014, 2015, 2016, on voit un plafond qui est atteint. Est-ce que c'est simplement lié à une incertitude plus grande sur un certain nombre de régions, aux incertitudes liées aux évolutions des taux d'intérêt qui entraînent moins d'investissement dans les pays émergents? Je ne sais pas, mais voilà, c'est quand même un palier qui a été franchi depuis 3 ans. Et puis le dernier élément indicateur qui montre qu'on n'est pas du tout dans un phénomène de démondialisation, pardon, ce sont les mouvements migratoires. Si on prend les données officielles des Nations Unies, il y avait 150 millions de migrants en 1990, il y en a 250 millions en 2015, et de 5 ans en 5 ans, le chiffre a augmenté de façon continue.
Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, la mondialisation n'est pas non plus heureuse. Hein, c'est-à-dire qu'on a effectivement une progression de la mondialisation, mais elle affecte très différemment différentes régions, différents pays et différentes catégories de population à l'intérieur des pays. Bien sûr, la mondialisation s'accompagne d'une augmentation globale des revenus, bien sûr. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on note à la fois une augmentation des échanges et à la fois une augmentation des richesses produites. Entre 1980 et 2016, la croissance a été de 60% mondiale. La croissance mondiale a été de 60% en cumulé. Hein. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté dans les dernières années. Mais elle entraîne d'abord une forte instabilité, elle a entraîné une forte instabilité, et l'on voit la récurrence des crises, soit de type purement financière, soit de type monétaire, soit des récessions économiques jusqu'à aujourd'hui. L'instabilité peut être notée dans les dernières années sur les prix des actifs immobiliers, par exemple, qui est extrêmement volatile, bien sûr sur les prix des actifs financiers et sur les prix des matières premières, qui sont l'une des principales causes d'instabilité financière, étant entendu que les matières premières sont elles-mêmes très liées à la financiarisation, puisque se développe une finance des matières premières qui accroît cette instabilité globale. Et enfin, la mondialisation produit des inégalités, c'est un peu le thème de Robert Reich en 1991, et on a très récemment un rapport tout à fait remarquable sur le rapport mondial sur les inégalités de Piketty, Saez et Zuckman, et puis Alevedo et Chancel, qui montre, qui documente très très sérieusement ces questions-là, où on s'aperçoit qu'en fait, on a une double augmentation des revenus. Les revenus des plus pauvres ont augmenté, et ils ont augmenté de manière assez significative dans la période dans la dernière période, mais une augmentation, notamment sous l'effet de l'augmentation des populations des pays émergents, des revenus des populations des pays émergents, mais cette augmentation est beaucoup plus lente que l'augmentation des pays les plus riches de l'ensemble des pays sous-revus. Hein, on a des chiffres tout à fait impressionnants d'augmentation des inégalités qui sont portés par l'écart de croissance entre les revenus les plus riches et les revenus des moins riches. Au milieu, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au milieu, les revenus stagnent. Dans les 40% médians, on n'a pas de croissance des revenus. On a une croissance des revenus des plus pauvres, on a une explosion des revenus des plus riches, mais on a une stagnation des revenus médians à l'échelle mondiale. Donc le trickle-down est difficile à soutenir pour toutes les populations. Donc deuxième partie, plutôt que des prophéties, des scénarios. Et donc ça veut dire en fait des exercices, des expériences de pensée. Qu'est-ce qui se passe si on fait évoluer les choses de telle ou telle façon. Donc j'avais imaginé 4 scénarios, un scénario prolongation, un scénario déflagration, un scénario régulation et un scénario régionalisation. Donc dans le premier scénario prolongation, il s'agissait de prolonger les tendances que l'on avait observées dans les années 2000. Et donc ces tendances entraînaient une prolongation des problèmes d'instabilité d'échange, un maintien du chômage de masse et des inégalités dans les pays du Nord, des tensions sur les finances publiques accrues, notamment dans les pays du Nord, ce qui voulait dire que c'était les pays émergents qui tiraient la croissance mondiale. Ce qui entraînait le fait, par exemple, que début des années 2020, le PIB de la Chine dépassait celui des États-Unis, le Brésil et la Russie rejoignaient la France au début des années 20, l'Inde dépassait le Japon avant 2030, etc. etc. Et les niveaux de vie des pays émergents atteignaient le seuil de 20 000 $ en revenu national brut par habitant, c'est-à-dire 50% du revenu français, avant 2020 pour la Russie, juste un peu après 2020 pour la Chine, et pour les autres pays c'était un peu plus tard, 2030 pour le Brésil, l'Afrique du Sud, et l'Inde était encore loin d'y parvenir en 2035. Mais ce scénario de prolongation, consistant simplement à tirer des courbes, ne tient pas du tout compte d'éventuelles interactions
et incompatibilité entre ces prolongations de courbes. Et du coup, j'avais envisagé un deuxième scénario qui est un scénario de déflagration, c'est-à-dire un scénario qui pose le problème de la soutenabilité de ces tendances. Soutenabilité qui peut être, alors là, je ne vais pas détailler, mais qui peut être d'une manière pyramidale, à très court terme financière, à court terme économique, à moyen terme sociopolitique, pardon, et puis à long terme diplomatique et environnemental. C'est-à-dire qu'un petit peu comme si on avait diverses couches avec des instabilités de très court terme et des instabilités de beaucoup plus long terme. Dans ces scénarios du pire, hein, on pourrait dire, on pourrait imaginer une explosion des contradictions dans tous les domaines concernés, mais il fallait prendre un point de départ, et le point de départ que j'avais imaginé à l'époque, c'était les tensions monétaires entre la Chine et les États-Unis. Donc ces tensions se traduisaient par une multiplication des crises financières, qui touchaient également les prix des matières premières, avec des conséquences sur les économies réelles, émergentes, et aussi sur des économies avancées, et des chocs sociaux et politiques, avec des tensions, des faillites d'États, des États qui peuvent faire faillite, la fin de l'euro éventuellement, et des politiques de l'urgence qui laissent complètement de côté les questions de coopération dans la lutte contre le réchauffement climatique, des tensions internationales, des conflits armés régionaux. Voilà. Donc en fait le scénario de référence c'est les années 30 européennes. C'est ça, hein, les déflagrations. Le troisième scénario que j'avais envisagé, c'était le scénario de régulation. Donc c'est un scénario tout à fait opposé au scénario de déflagration, qui est un scénario irénique, dans lequel les compromis internationaux émergent, hein, des coopérations sur des domaines clés dans le domaine économique. L'objectif étant d'éviter les crises financières du type subprime, de lutter contre la dégradation de l'environnement, du type donc accord de Tokyo, accord de Paris, une réforme du Fonds monétaire international, une progression vers une véritable régulation monétaire internationale, avec des monnaies régionales, ou bien même une création d'une véritable monnaie internationale. Et un certain nombre de régulations, notamment financières. Je passe parce que je suis en train de dépasser un peu mon temps. Des questions fiscales qui sont traitées à l'échelle mondiale, comme la taxation des émissions polluantes et des consommations d'hydrocarbures, puisqu'on sait aujourd'hui que les prix des hydrocarbures sont scandaleusement bas. Contrairement à ce que chacun d'entre nous, dans son quotidien, quand il fait son plein, pense, le prix d'un litre d'essence devrait coûter quelque chose comme 100, 200, 300 euros, et non pas 1 ou 2 euros. Donc, et ceci permettrait de freiner des inégalités nationales et internationales, ce qui entraînerait une croissance globale beaucoup plus faible, mais plus stable, avec moins de variabilité. Et enfin, un dernier scénario, le scénario régionalisation, où en fait on observe une restructuration de l'ordre monétaire et commercial autour de quelques pôles régionaux. Donc un pôle piloté par l'Asie, par la Chine, avec le yuan comme monnaie régionale, mais une véritable problématique associée à ce pilotage chinois, qui est une problématique de relations avec les autres pays membres, et en particulier le Japon, hein, mais pas seulement. Mais voilà, que deviendrait le yen dans ce scénario? Un pôle euro-méditerranéen, un pôle d'Amérique latine, et puis un repli du dollar qui serait sur l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, qui permettrait chacun régulant, reproduisant le scénario de régulation, mais plutôt à l'échelle régionale. Il y a des zones oubliées hein, dans cette zone-là, par exemple l'Afrique subsaharienne. Il y a des zones d'ombre, l'Asie du Sud, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Asie du Sud. Mais ce que j'indiquais, c'est que ce qui pouvait donner lieu à une stabilité de ces pôles, c'était que les centres de ces pôles aient une capacité d'éducation supérieure, et donc de production de ce que Robert Reich appelle des manipulateurs de symboles suffisantes, une capacité de production industrielle et agricole suffisante et en approvisionnement énergétique, et enfin un pôle décisionnel cohérent, c'est-à-dire une capacité à créer des compromis hein, et de développer les coopérations régionales autour de ces objectifs. Et donc, je terminais en disant que le scénario régulation est instable, c'est-à-dire que régionalisation, pardon,
est instable. Il est instable parce qu'il peut donner lieu à une montée vers le scénario régulation ou au contraire une descente vers le scénario de déflagration, suivant la réalité des compromis qui sont obtenus dans chacun des différents pôles régionaux. Voilà. 10 ans après, je conclus, 10 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 4 scénarios? Bon, on n'a pas eu de scénario de prolongation, ça c'est certain. On a eu un certain nombre de déflagrations. Dans le domaine climatique, on a vu quelques avancées du scénario régulation, mais c'est plutôt le scénario régionalisation qui a vu un certain nombre de ces pays être développés par un certain nombre de ces pays. Ce qui n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, hein, puisqu'on voit que ce scénario lui-même est instable, puisqu'il peut dévier vers l'un des 2 autres scénarios. Si c'est une étape pour développer des coopérations internationales à une échelle supra-régionale, eh bien ce sera sans doute pour le bénéfice du plus grand nombre. En revanche, ça n'est pas certain non plus. Je vous remercie.